BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Mon invité, c'est donc le président d'Intel France, Stéphane Nègre. Bonjour. Bonjour. Grosse pression sur vos épaules. On était tout à l'heure avec Bruno Bonnel. On sait que Intel va choisir dans quelques temps l'usine européenne. C'est 20 milliards de dollars dans un premier temps, oui. 80 milliards de dollars à terme. Il faut que ce soit la France. Et tous nos espoirs reposent sur vos épaules, parce que vous êtes le patron d'Intel France. C'est donc vous qui, au sein du COMEX mondial du groupe, êtes notre avocat. Alors, est-ce que vous pouvez remporter cette manche ? Alors déjà, l'usine sera en Europe. Ouais. Et l'usine fait partie d'un investissement un petit peu plus global, IDM 2.0 dans notre jargon, qui comprend beaucoup de R&D. Une usine de fabrication et après une usine de test. Il faut rappeler les enjeux, les semi-conducteurs, nous sommes en pénurie permanente. Demain, les voitures, je ne vous lâcherai pas sur l'usine française, mais on va y aller, on va y retourner. Demain, une voiture aura beaucoup plus de composants électroniques qu'aujourd'hui. 20% on dit, contre 5% aujourd'hui, la valeur ajoutée ? Aujourd'hui, le poids semi-conducteur est à peu près 4% d'un coût du véhicule. Il va monter à 20% d'ici 2030. Donc c'est un accroissement qui est énorme, 5 fois la capacité, mais le semi-conducteur global est attendu pour doubler d'ici 2030. Le marché, on parlait de 500 milliards à 1000 milliards, je crois. De 500 milliards à 1000 milliards d'ici 2030. L'Europe représente aujourd'hui 9% des capacités de semi-conducteurs. Ouais. C'était 40% à la fin des années 80. Donc l'Europe n'a pas fait les investissements nécessaires ces dernières années. Elle se veut, par CHIPS Act, de revenir à 20% des capacités mondiales, c'est-à-dire passer de 9-10% à 20% sur un marché qui double. Déjà, il faut investir plus que les autres géographies. Et il faut à peu près quadrupler les capacités de semi-conducteurs européens. Alors il y a une grande nouveauté, vous venez d'en parler, c'est ce qu'on appelle le CHIPS Act, qui va être expliqué, détaillé aujourd'hui à Bruxelles. L'Europe va investir 12 milliards en R&D, plus les engagements des États, 30 milliards. On n'est pas loin de 50 milliards d'euros d'investissement sur les semi-conducteurs. C'est une nouveauté, parce que l'Europe, enfin, accepte que les États subventionnent finalement certains secteurs industriels jugés stratégiques, ce dont ne se privaient pas et pendant longtemps ni les Chinois ni les Américains. C'est une bonne chose, cette fin de la naïveté européenne ? C'est une très bonne chose. Je dirais même que c'est essentiel pour la compétitivité européenne, pour la compétitivité des entreprises européennes. Le semi-conducteur, c'est la matière première de l'innovation, c'est la matière première du monde numérique qui nous entoure. On a parlé automobile, les voitures qui deviennent autonomes, qui deviennent très connectées, elles sont de plus en plus équipées de semi-conducteurs, mais tous les secteurs industriels sont importants. Donc investir dans le semi-conducteur en Europe, pour l'Europe, c'est s'assurer la compétitivité, de la souveraineté et de la compétitivité de nos entreprises d'ici 2030. Alors, donc effectivement, notamment Intel qui va investir ses 20 puis 80 milliards de dollars en Europe pour construire une usine de semi-conducteurs et assurer à l'Europe sa souveraineté. Est-ce qu'on pourra réserver une partie de la production aux industriels européens ? Est-ce que l'idée, c'est de dire, en cas de difficultés, etc., on pourra dire, comme on l'a fait pour les médicaments, on pourra dire à Intel, attendez, ça, vous êtes en Europe, vous livrez aux Européens. C'est possible, ça ? C'est exactement ça. Et là où le business model d'Intel était d'utiliser nos usines de semi-conducteurs pour uniquement fabriquer nos composants, ce que nous commercialisons, la prochaine usine européenne sera ouverte à des partenariats. Donc des partenariats fabriqués pour des fabricants automobiles ou de monde de l'industriel, mais aussi des partenariats au niveau de l'IP, des architectures de type ARM, RISC-V, donc de pouvoir fabriquer des composants qui ne sont pas développés uniquement par Intel pour des clients qui ne sont pas uniquement nos clients directs. Donc vraiment mettre les capacités de production au service des industriels européens. C'est intéressant. Vous allez sous-louer des morceaux de votre usine pour d'autres assembleurs ou d'autres fabricants. Exactement, c'est un petit peu le but et c'est ce qui doit assurer une meilleure souveraineté pour les entreprises européennes au niveau de l'approvisionnement du semi-conducteur. On peut s'arrêter 30 secondes là-dessus parce que c'est intéressant, c'est une sorte de co-living version industrielle. C'est facile, c'est organisé. Qui seront les fabricants qui vont prendre des capacités chez Intel? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confidentialité quand on fabrique ces produits dans les murs d'Intel? Là, il y a bien sûr une usine est très cloisonnée avec
tout le respect de la confidentialité, mais pour fabriquer des composants pour un partenaire, donc on va dire un fabricant automobile, il faut d'abord... Par exemple, Renault qui fait de la partie intelligence de ses véhicules un élément stratégique, pourra prendre une partie de l'usine d'Intel. Alors, Renault est un très bon exemple, mais aussi Stellantis, les fabricants automobiles allemands, pour en réserver des capacités de la prochaine usine. Et sécuriser leur approvisionnement, du coup. Sécuriser leur approvisionnement, et on pourra co-développer les composants dont ils auront besoin. Donc déjà, on se rend compte qu'en termes de R&D, d'avoir une usine de semi-conducteurs en Europe nécessite des efforts de R&D extrêmement importants en collaboration avec les futurs clients. Bon, alors je suis Pat Gelsinger, je suis le PDG d'Intel. Je sais, c'est pas très crédible, mais essayez d'y croire, Stéphane Nègre, et vous devez me convaincre que cette usine, il faut la faire en France. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Alors beaucoup de choses. Déjà, la France a des compétences, un système d'éducation qui est très orienté, très scientifique, donc beaucoup de compétences, un accès à l'énergie, un accès à l'eau, des infrastructures qui sont extrêmement modernes, et une volonté aussi de nos hommes politiques de bénéficier de ces investissements et de bénéficier donc de l'effort que fait l'Intel pour amener son outil industriel au niveau européen. Donc la France a beaucoup d'atouts. J'imagine que le PDG d'Intel a rencontré déjà le président de la République sur ce sujet, sur ce dossier, qui est un dossier stratégique pour tout le monde. Hein. Sur ce dossier précis, et des ministres tout à fait importants au niveau français. Mais il a rencontré aussi les homologues du président européen. Oui, mais vous êtes l'avocat de la France, Stéphane. Vous êtes l'avocat de la France. Bien sûr. C'est un dossier perdu d'avance ou vous y croyez, vous moi, je crois complètement que l'enveloppe d'investissement que Pat Gelsinger prévoit sur les années à venir, la France en bénéficiera. En partie, très certainement. Sur l'usine, ça reste à être annoncé dans les 2 mois qui viennent. Ah oui, donc c'est imminent. Dans les 2 mois qui viennent. Est-ce que vous savez, vous, qui êtes au Comex Monde, si le choix a été fait ou pas encore ? Il reste encore quelques possibilités, mais je reste très convaincu que la France va bénéficier de ces investissements. Non, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Bon. On n'a pas perdu. Bon, on compte sur vous. Toutes ces annonces d'investissement à travers le monde sur ces unités de semi-conducteurs, évidemment, notamment en Taïwan, en Asie, aux États-Unis aussi, où Intel a annoncé dans l'Ohio, cette nouvelle usine, 10 milliards plus 10 milliards. Est-ce que vous avez raison, tous, d'investir autant? Est-ce que ça ne nous promet pas dans 5 ou 10 ans des surcapacités de semi-conducteurs? Vous savez, je vous disais qu'on prévoit que les besoins semi-conducteurs vont doubler d'ici 2030. Aujourd'hui, toutes les capacités qui sont annoncées, donc notre usine d'Ohio, la future usine en Europe, et puis les capacités que nos confrères, aussi futures capacités, annoncent, ne nous permettent pas encore d'atteindre ce doublement des capacités qui sont actuellement. Donc il faudra encore des investissements pour pouvoir arriver d'ici 2030 à servir le marché tel qu'on prévoit, il va le demander. Alors, on a appris ce matin l'échec de la fusion entre ARM et Nvidia. SoftBank a confirmé l'échec du deal. C'était quand même un deal à 66 milliards de dollars dans les semi-conducteurs. Ça pourrait vous intéresser, vous, ou pas? Je ne pense pas que ça puisse intéresser Intel. Par contre, que ARM ou ARM reste avec une certaine indépendance est une bonne nouvelle, je pense, pour le marché. L'IP, la technologie, l'architecture ARM restant ouverte, c'est un bénéfice pour nombre d'industries, notamment européennes, qui utilisent beaucoup ces technologies. Donc, en fait, vous aviez peur finalement que cette relation entre un gros client et un gros fournisseur ne fausse le marché? Parce que Pas forcément, et on a annoncé encore hier un partenariat avec ARM, un partenariat écosystème de développement justement pour amener ces technologies dans nos usines et les permettre de fabriquer dans nos usines des produits ARM, que ARM reste avec une certaine indépendance est une bonne nouvelle. Bon, vous avez accepté de jouer le jeu comme tous les patrons qu'on reçoit, de nous donner votre mesure pour faire réussir la France, tout de suite. Alors la France... BFM Business, une mesure pour faire réussir la France. Voilà, des suggestions aux candidats à la présidentielle. La vôtre, Stéphane Nègre. Alors la France a un très bon système d'éducation et une culture scientifique reconnue. Il faut absolument préparer nos jeunes aux compétences, aux technologies, aux métiers de l'avenir.
Je parle de l'intelligence artificielle, mais des technologies de communication 5G, 6G, on a parlé de voitures autonomes. Ça va nécessiter beaucoup de compétences pour que notre pays reste attractif et nos entreprises restent compétitives. Un exemple, par exemple, on a appris qu'avec la réforme du baccalauréat, 50% des élèves ne faisaient plus de mathématiques en terminale. Il faut que ça change, non? Voilà, si on veut beaucoup d'ingénieurs, mais si on veut aussi beaucoup de techniciens spécialisés, des programmateurs, des analystes de données, il faut donner une primauté à l'éducation scientifique. Et aux maths? Et aux maths, bien sûr. Bon, on milite pour le retour des maths en terminale. Pour finir, peut-être quand même, je rappelle quand même les revenus, le chiffre d'affaires d'Intel 2021, 74,7 milliards de dollars, 121 000 employés dans le monde, beaucoup plus en France bientôt si la nouvelle usine y est implantée. C'est combien d'emplois cette usine Intel? Vous voyez, j'ai une fixette ce matin. Une usine, c'est environ 3 000 emplois directs sur les tranches qui sont annoncées. Ouais. Ça peut être des centaines ou des milliers d'emplois de R&D aussi répartis connexes à l'usine. Donc c'est un investissement qui est colossal, qui va représenter plusieurs milliers d'emplois sur une première tranche. Aujourd'hui, en France, Intel, c'est quoi? On est environ 200 personnes au niveau français. Pas de structure en cours de production? On n'a pas d'outils de production au niveau français, on a un peu de R&D, des activités commerciales de présence dans le pays, de partenariat. Bon, vous reviendrez dans 2 mois sur ce plateau pour nous annoncer que l'usine sera finalement en France. Je prends note. Ok. Merci beaucoup Stéphane Nègre, président d'Intel France, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.